Au sommaire de cette édition, à Mouchaki, cité située à environ 50 km de Goma, le M23 circule librement sous l'œil impuissant de la force de l'EAC, une cohabitation qui inquiète la population. Focus sur le pillage organisé du Congo, une enquête du journaliste Charles Onana qui alerte au sujet de la guerre qui sévit dans l'est de la RDC à travers son livre Holocauste au Congo. Nouvelle édition sur Télé 50. Bienvenue à tous. Agression de la RDC par le Rwanda. Les activités socio-économiques reprennent timidement dans la cité de Mouchaki, située à environ 50 km de la ville de Goma, dans le territoire de Massissi. Cependant, la population se plaint de la cohabitation avec les rebelles du M23 qui créent une insécurité totale, et cela sous l'œil impuissant de la force de l'EAC déployée sur place à la tête d'une administration qui appauvrie par des taxes. Les rebelles du M23 circulent librement dans cette zone jour et nuit. Pacheco Kavunda Massi est rendu pour le compte de Télé 50. Nous sommes dans la cité de Mouchaki, à environ 50 km de la ville de Goma, dans le territoire de Massissi. Mouchaki est connu grâce à son joli paysage et ses nombreuses ressources naturelles. C'est ici où proviennent les fromages, pommes de terre, viande de bœuf, consommées dans la ville de Goma et ses environs, voire la capitale congolaise Kinshasa. Cette cité a été occupée par les rebelles du M23 depuis février 2023. Mais sur recommandation des chefs d'État de la région, ces terroristes devraient s'y retirer. Vendredi, une délégation de journalistes kenyans et congolais s'est rendue sur place, accompagné par la force régionale de l'EAC, pour non seulement constater le retrait oui ou non du M23, mais aussi ce que font les contingents burundais envoyés pour sécuriser cette zone après les retraits rebelles. Quelques habitants rencontrés ont accepté de nous répondre, même si d'autres refusent par crainte d'être inquiétés par l'ennemi. Ils confirment la présence des rebelles du M23 dans la cité de Mouchaki. La situation sécuritaire ici à Mouchaki, ce n'est pas beau. Parce que nous sommes en train de voir les M23 circuler avec ses armes. Ils circulent librement pendant la nuit. Mais les jours où ils sont là, ils sont comme des civils. Nous voyons les militaires de M23 se déguisent comme des civils. Ils circulent où? Ils circulent ici à Mouchaki. Donc ils se mettent ici, là où il y a des pâturages, des vaches, ils se mettent comme des chiens. Et pourtant ce sont des militaires. Bref, les M23 est encore présent à Mouchaki. Les M23 sont ici. Les autorités locales installées par les rebelles du M23 précisent que 30% de la population sont déjà rentrés à Mouchaki. D'autres restent dans le camp de déplacés et ne veulent pas regagner leur milieu d'origine, occupé encore par les rebelles selon eux. Une information confirmée par Mambo Kawaya, un acteur de la société civile du Nord Kivu, qui souligne que le M23 est en train de jouer avec la communauté internationale. Pendant ce temps, les contingents burundais restent déployés à Mouchaki pour sécuriser la population dans le cadre de la force régionale de l'Eastern African Community. Et la Russie qui se dit disponible à accompagner la RDC dans la lutte contre les groupes armés qui occupent l'est du pays. C'est ce qu'a déclaré son ambassadeur accrédité en RDC à l'issue de l'audience avec le vice-premier ministre en charge de la Défense Jean-Pierre Bemba. Je viens d'être reçu par son Excellence VPM, ministre de la Défense nationale. Et tout d'abord, on a parlé de la situation à l'est de la RDC, puisque la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est très préoccupée de la situation qui reste très tendue et surtout de l'activisme des groupes d'armées à l'est de la RDC. Et donc la Russie est prête à donner tout son aide, son concours à la RDC dans la lutte contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes vraiment très intéressés de la cessation d'activité de tous les groupes armés
à l'est de la RDC et pour que la paix puisse être rétablie là-bas et surtout pour que la souveraineté de la RDC puisse être primordiale dans ce parti du pays. Oui, il y a un an, la Russie a octroyé une aide très importante à la RDC. Il s'agit d'un lot très important de l'arme et de la munition qui est utilisé actuellement par les FARDC à l'est et surtout dans le combat contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes très intéressés et on parle aussi de l'intérêt de la partie congolaise, de la promotion de notre Et pour refermer ce chapitre, intense moment de réflexion ce vendredi à la salle Notre-Dame de Fatima sur l'ouvrage rédigé par le journaliste Charles Nana qui alerte au sujet de la guerre qui sévit dans l'est de la RDC. Les chercheurs se questionnent sur le danger qui guette le pays avec des preuves apportées sur le calvaire d'une population livrée à des criminels contre l'humanité et sur la loi du silence de la communauté internationale. Le feu menace la maison, les cris sont importants pour l'éteindre, raison de ces moments de partage de ces éminents professeurs sur cet ouvrage rédigé par un journaliste étranger d'investigation, Charles Nana, au sujet de la guerre dans l'Est, en y apportant avis et considérations. Intitulé Holocauste au Congo, leur méta de la communauté internationale, cet ouvrage informe du danger que court la RDC, démontre la stratégie des réfugiés longtemps utilisée pour la déstabilisation, mais également la loi du silence de la communauté internationale. Onana nous interpelle. Ce n'est pas normal. Au Rwanda, on a tué 800 000 personnes. Il y a eu un génocide reconnu. Et deuxième chose, il y a eu quand même des tribunaux. Il y avait en Tanzanie, à Arusha. Chez nous, on a tué 10 millions, personne n'en parle. Par contre, ce qui est grave, c'est là où je dis, on nous prend pour des idiots. On vient nous demander de négocier avec les gens qui nous tuent chaque jour. L'intérêt de plus dans cet ouvrage est de tirer notre attention sur l'approche d'enfermement et d'encerclement de l'ennemi, d'où l'appel à une conscience objective. Nous subissons même une sorte d'encerclement avec l'achat des terres tout autour de nous dans certains pays par le Rwanda. C'est un appel à la prise de conscience, parce que si nous ne faisons rien, les gouvernants, l'élite congolaise, la société civile, tout le monde qui doit prendre conscience du fait que nous sommes menacés dans notre survie, nous risquons de perdre notre pays. Plus de 2 décennies de rédaction pour arriver à cette alerte de plus de 10 millions de morts, au moins 500 000 femmes violées dans des agressions rwandaises successives énumérées dans cet ouvrage déjà disponible en RDC. Autre chose, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a procédé à l'inauguration de la première salle d'audience publique de la Cour des comptes qui porte le nom de Léon Kengo-Adondo, ancien Premier ministre et premier président de cette importante juridiction. Dans son allocution, le speaker de la Chambre haute du Parlement a rappelé le rôle que joue cette institution de contrôle de finances et de biens publics en RDC. Inaugurons cette première salle d'audience publique de la Cour des comptes qui porte le nom de Léon Kengo-Adondo, ancien Premier ministre et premier président de cette importante juridiction. Modeste Bahati Lukwebo, le président du Sénat, s'est dit convaincu qu'avec l'allure que vient de prendre la Cour des comptes, cette juridiction va désormais bien se porter. Avec l'allure qu'a prise la Cour des comptes, les finances de l'État vont bien se porter. Tout ceci est fait parce qu'il y a une personne qui a impulsé, qui donne les orientations pour que la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, la CNRF, la l'ADC et autres institutions de contrôle puissent réellement jouer leur rôle. C'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui voudrait que la bonne gouvernance soit la règle d'or. Parce que quand les finances publiques sont bien tenues, bien gérées, tout le monde y trouvera son compte. Le président de la Cour des comptes, Munganga Ngwaka Jimmy, a pour sa part indiqué que cette juridiction est déterminée à accompagner la vision du président de la République dans le cadre de sa mission de contrôler la gestion des finances et des biens publics au Congo-Kinshasa. Le président de la Cour des comptes a cependant exhorté les magistrats à s'inspirer du modèle Léon Kengo-Adondo dans l'exercice de leurs fonctions. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre d'État à la Justice et du directeur de cabinet du Premier ministre.
Poursuite judiciaire et mise en accusation contre le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidje. Les députés provinciaux du Sud Kivu ont déposé ce vendredi à la Cour de cassation de Kinshasa-Gombe un mémorandum dans le but d'attirer l'attention des autorités du pays sur la crise qui guette cette province. Ce déplacement des élus du Sud Kivu se justifie par l'invitation du vice-premier ministre de l'Intérieur pour des consultations dans l'optique de porter éclairage à la situation qui prévaut dans la province précitée. Conduite par les députés Ndabangwei, cette délégation de quelques députés provinciaux a déposé son mémorandum ce vendredi à la Cour de cassation de Kinshasa-Gombe. C'est au sujet des poursuites judiciaires et la mise en accusation contre les chefs de l'exécutif provincial Ngwabidje Kassi. Et nous sommes là vraiment avec un grand chagrin, puisque nous supposons que ce n'était pas vraiment le moment d'initier de telles initiatives, parce que vous savez qu'à l'Est, nous traversons une situation vraiment difficile sur le plan sécurité et que nous devrions plutôt nous concentrer sur... La poursuite judiciaire de Théo Ngwabidje est sous l'initiative d'un groupe de 26 députés provinciaux du Sud Kivu, prise lors de la plénière tenue le 13 avril dernier à Bukavu, affaire que déplorent fermement ces députés. D'arriver à cette cohésion que nous sommes en train de chercher, plutôt ça va semer des divisions entre les filles et fils de notre province du Sud Kivu. Il s'est de rappeler que cela fait plus de 3 ans que règne un conflit de leadership entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Cette dernière accuse l'exécutif provincial de mégestion et lui charge de plusieurs détournements et spoliations des terres de l'État. Et dans l'actualité, le ministre des Transports marqué qu'il a réuni les membres de l'association des propriétaires des véhicules affectés au transport en commun, le groupe Tambola, ainsi que la coordination du programme gouvernemental Esprit de Vie. L'objectif était de donner un nouvel élan à ce projet qui vise l'octroi de 500 nouveaux bus pouvant faciliter le déplacement des populations. Conçu pour les déplacements aisés des populations urbaines, réduire sensiblement les taux d'accidents routiers et favoriser l'émergence d'une classe moyenne, vœu du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le programme gouvernemental Esprit de Vie peine à s'effrayer un chemin. Aucune attestation de solde délivrée sur les 649 bus remis aux acquéreurs depuis 2014 et de nombreux bus hors usage faute d'entretien efficace. Devant ces constats d'échec, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements Marc Ekila a réuni le mercredi 19 avril dans son cabinet de travail en présence de la vice-ministre Séraphine Kilubu, l'association des propriétaires des véhicules affectés au transport en commun et le groupe Tambola, ainsi que la coordination du programme Esprit de Vie. Objectif: donner un nouvel élan à ces programmes avant l'octroi des 500 nouveaux bus attendus. Son Excellence nous a demandé de faire un travail, de préparer un travail. Et chaque structure que nous allons nous mettre ensemble pour ressortir un nouveau contrat. Un contrat programme, un contrat de partenariat avec le gouvernement où nous devons faire en sorte à écarter, éviter tout ce qui s'est fait pour le moment et qui a conduit à cet arrêt. J'étais content, j'étais d'accord avec le nouveau critère qu'on va instaurer pour acquérir le bus. Pour le ministre Marc Ekila, il faut revisiter cette convention, renforcer les critériums d'acquisition de bus, garantir les mécanismes de sûreté et de recouvrement pour ne pas tomber dans les erreurs du passé. Marcel Chamba et Gauthier Moussengé, respectivement président de la PVCO et du GT, ont reconnu les failles et évoqué la nécessité d'y remédier. Pour ce faire, un cadre de travail a été créé sous la supervision de la vice-ministre Séraphine Kilubu. À partir du 28 avril prochain et pendant 7 jours, les associations des acquéreurs, les cabinets du ministre, les concessionnaires de bus vont discuter des grandes réformes à implémenter, notamment l'extension du programme Esprit de Vie dans d'autres grandes villes du pays. 88 ans pour cette grande société première en patrimoine tant foncier qu'immobilier en RDC. Le transport et la manutention portuaire, c'est le rôle que joue l'ONATRA. La direction générale a organisé un dîner avec les mandataires honoraires de cette entreprise jeudi 20 avril à bord du bateau ITB Kokolo de l'ex-SCTPSA. 1935-2023, 20 avril, 88 ans, jour pour jour, que l'entreprise publique à caractère industriel et commercial avait vu les jours sous les noms de l'Office de transport coloniaux Otraco. Celle-ci est dissoute puis remplacée par l'Office national de transport ONATRA en décembre 1971, rebaptisée avec la réforme des Mousitos depuis 2009 à la Société commerciale des transports et des ports.
Tout ceci est sous l'initiative du DGAI de cette grande société Martin Lukusa Sibangu Panon que toutes ces personnes se sont réunies en ces jours du 88e anniversaire de la création de la SCTP ex-ONATRA. Pour les temps forts de ces rendez-vous des hautes factures, on peut noter la randonnée fluviale aller et retour, les messages de félicitations des anciens mandataires de la société à l'endroit de la personne de Martin Lukusa, actuel directeur général. Lorsque quelque chose se fait avec le cœur, on ne peut que répondre favorablement. Le DG Lukusa vient de faire quelque chose d'inédit. Depuis 88 ans que la SCTP existe, c'est la première fois qu'à l'occasion d'un anniversaire de cette entreprise fleuron de l'économie du Congo, qui est un rassemblement d'autant de générations de mandataires réunis autour du mandataire actuel. Et nous les félicitons d'avoir repris le label ONATRA en lieu et place de SCTP qui ne signifiait pas beaucoup de choses. 88 ans, c'est énorme pour cette grande société, première en patrimoine tant foncier qu'immobilier en RDC. Le transport et la manutention portuaire, c'est les rôles que joue cette société. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Catin-Melbouché, double à propos de la mission imminente des OPJ dans les sociétés principales à travers le pays. Et pour assurer un meilleur moyen de transport, il vient de remettre à ses agents un deuxième lot de Jeep 4x4. Le moteur du changement tourne en plein régime au sein de la RSP. Tenez, en moins de 2 semaines après avoir réceptionné le premier lot du charroi automobile, tel que prévu, le deuxième vient d'être livré. En effet, ce sont des véhicules Land Cruiser type missionnaire 0 km destinés à servir de moyens de locomotion efficaces pour la descente sur terrain des OPJ de 7 établissements publics de la sous-traitance en RDC. C'est dans le cadre du contrôle qui va commencer incessamment. Vous savez, dans la zone comme l'espace Grand Katanga et le Haut-Ouélé, ce sont des zones pratiquement linéaires. Donc ça demande que nous puissions avoir ce type de véhicules pour aller jusqu'au fin fond, contrôler toutes les sociétés qui sont dans cet espace-là, afin de le pousser à respecter la loi sur la sous-traitance, que la population fasse confiance et continue de faire confiance au président de la République, chef de l'État, que la population continue de faire confiance à l'ARSP comme instrument de changement. De ce fait, le directeur général de l'ARSP, l'honorable Miguel Caten-Cachal, voudrait garantir un meilleur moyen de transport à ses officiers de police judiciaire qui vont être déployés incessamment dans différentes sociétés principales disséminées à travers le pays, une façon pour lui de les faire respecter auprès des tierces. Loi sur la congolité, flambée de prix des produits de première nécessité, insécurité dans l'Est, des sujets qui ont fait l'objet des échanges entre l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Dani Banza et le chef traditionnel du Haut-Katanga dans sa résidence à Lubumbashi. Ils sont au nombre de 15 chefs traditionnels du Haut-Katanga qui ont été reçus par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Banza Maloba, dans sa résidence privée de Lubumbashi. Ces chefs traditionnels sont venus chez lui pour lui transmettre leurs doléances. À propos de la proposition de la loi dite Tchani, nous venons d'être rassurés par l'ambassadeur que la position du chef de l'État n'a pas changé. Nous sortons sereins, ravis et apaisés. De la sécurité dans le Haut-Katanga en passant par la flambée des produits de première nécessité, les autorités traditionnelles ont plaidé pour l'intervention du chef de l'État. Lors de cette même rencontre avec l'ambassadeur Dani Banza, ces gardiens de la tradition ont rappelé à l'ordre les présidents rwandais sur la situation d'insécurité qui prévaut à l'est du pays. Il faut citer l'agresseur par son nom. C'est le Rwanda qui agresse la RDC. Alors, nous devons nous se lever. Vous-même, vous avez suivi les déclarations au Bénin du chef de l'État rwandais. Il est sorti au grand jour pour déclarer ce qu'il a déclaré. Alors, nous n'allons pas croiser les bras. Nous sommes les partenaires traditionnels du chef de l'État. Nous disons, nous sommes derrière le chef de l'État. Nous allons l'accompagner dans cette lutte. Voilà le but de notre motif, pour que lui qui chuchote dans les oreilles du chef de l'État et que tout ce que nous avons parlé avec lui puisse arriver aux oreilles du chef de l'État. Audience terminée, ces autorités traditionnelles du Haut-Katanga sont réparties avec sourire, rassurées d'avoir été écoutées par l'ambassadeur itinérant.
Toujours dans le Haut-Katanga, la vente de la farine à 20 000 francs, le sac de 25 kilos se poursuit à travers différents points de vente. Le vice-gouverneur de province Jean-Claude Canfoy était sur terrain afin de s'enquérir du déroulement et de l'organisation de cette opération de vente. Mais cette visite a surtout permis de couper court aux rumeurs selon lesquelles la farine mise à la disposition de la population serait vendue au prix exorbitant. Reportage. C'est une opération coup de poing menée par les vice-gouverneurs de province Jean-Claude Canfoy Kimimba, accompagné des ministres provinciaux de l'économie Céline Kanyeba et d'Éric Moutandala de l'Intérieur, dans le point des ventes de la farine de maïs disséminée à travers la ville de Lubumbashi. C'est notamment au point des ventes de Karavia, Tabakongo, Kamalondo, Kenya et Luoshi. Cette tournée a réservé au vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy Kimimba, au ministre, une surprise totalement désagréable. Les agents de sécurité et ceux commis à la vente de cet aliment des bases de Louchois ont été surpris en flagrance avec des quantités énormes de la farine mise à la disposition de la population par l'exécutif provincial dans leurs bureaux respectifs et qui seraient vendus plus tard aux commerçants. Cette situation a été constatée dans les 3 points de vente sur les 5 ouverts ce mercredi 19 avril 2023. Ainsi donc, Jean-Claude Canfoy Kimimba va demander l'arrestation à l'immédiat de ses agents chargés de la vente et aussi certains clients commerçants véreux pris la main dans les sacs, chose faite par l'équipe du ministre de l'Intérieur. Le numéro 2 du Haut-Katanga a condamné cette pratique qu'il a qualifiée de sabotage de l'œuvre du gouvernement Kabula. Il a par la même occasion mis en garde toute personne qui ira à l'encontre du souhait du gouverneur Jacques Kabula Katwe. C'est à Luoshi que cette tournée s'est clôturée cette fois-ci avec la ministre provinciale de l'économie, Céline Kanyeba. Certains points de vente ont été fermés sur ordre du vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy en entendant de remettre de l'ordre dans l'opération et surtout dans la sécurisation de la population. Dans le Tanganyika, tenue de la réunion du cadre provincial de concertation humanitaire, la gouverneure Julie Ngungwa a invité les partenaires humanitaires à orienter leur assistance dans les activités pérennes pouvant permettre l'autonomisation des sinistrés. Face aux humanitaires ce mercredi 19 avril, en marge de la première réunion du cadre provincial des concertations humanitaires CPCH en sigle, le gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, est revenu sur les contextes humanitaires de sa province, 3 ans après la maîtrise des conflits interethniques ayant orchestré des déplacements massifs des populations. Pour l'autorité provinciale, l'action humanitaire dans sa province devra être orientée vers les actions pérennes pouvant permettre aux personnes déplacées de retourner dans leur milieu de vie, de favoriser leur réintégration sociale et de les appuyer dans les projets autonomes durables, en l'occurrence l'agriculture. La problématique de la flambée du prix de maïs sur le marché est l'un des problèmes importants abordés dans cette réunion. Le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma a fustigé la mauvaise politique de certaines organisations humanitaires qui consignent tous les stocks de maïs dans les milieux de production en guise d'organisation de foires qui, malheureusement, ne profitent qu'à une faible représentativité de la population. Notre préoccupation est commune et partagée. Nous voulons tous assister les personnes vulnérables, alléger leurs souffrances et les placer dans une perspective de transition vers le développement. Cette première réunion du CPCH Tanganyika sous la gouvernance de Julie Ngungwa Mwayuma a connu plusieurs moments forts, entre autres la présentation du cadre juridique du CPCH, l'état des lieux sécuritaires et humanitaires et les échanges sur les perspectives opératoires d'avenir. Poursuivons avec la cérémonie de la signature de la charte constitutive du regroupement politique Alliance pour la vision du Congo allié AVCA par plusieurs partis membres. Ils ont apporté leur soutien indéfectible au chef de l'État pour les échéances électorales de décembre prochain. Des fruits du parti politique Autre Vision du Congo ayant fait ses preuves au sein de l'Union sacrée de la nation depuis quelques années est né ce jeudi 20 avril le regroupement politique AVC et Alliés. Son autorité morale, Didier Boudimbu, ministre en charge des hydrocarbures, a personnellement pris part à la cérémonie de la signature de la charte constitutive sous la supervision du secrétaire général Magloire Kassongo. Dans un discours solennel,
Ils ont mis en avant l'engagement de tous les adhérents qui traduit la détermination à défendre l'héritage des Ido pour le bien de la nation prôné autrefois par Étienne Tshisekedi, à savoir l'état des droits et la démocratie comme pilier du développement. Les regroupements politiques Autre Vision du Congo et alliés, AVCA à cycle, auxquels tous appartenant désormais, est un sous-ensemble de l'Union sacrée qui est le bras séculier de l'action politique ainsi que de la vision du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, à qui nous avons la mission première de donner à travers les élections législatives prochaines une écrasante majorité dans le cadre de son mandat que le peuple congolais, au regard de ses actions multisectorielles, attend lui donner. L'AVCA s'aligne en défenseur des intérêts du peuple congolais dont l'avenir dépend de l'éveil d'une conscience collective de jeunes. D'entrée, 7 partis politiques au-delà de l'AVC ont adhéré à cette vision. Ces regroupements politiques visent à conquérir plusieurs sièges lors des prochaines échéances électorales, aussi de garantir une réélection pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en décembre 2023. C'est dans le cadre du mois dédié à la célébration du droit de la femme que la délégation de l'association culturelle Mbia a effectué une mission au Maroc, à Rabat, du 18 au 24 mars 2023 pour rencontrer leur matriarche, l'ex-première dame Bobi Ladawa, veuve du maréchal Mobutu, qui leur a communiqué quelques orientations pour la bonne marche de la structure. Conduite par son président Ali Deli Kibango, cette délégation a commencé sa visite dans le cadre du mois dédié aux droits des femmes au pays du roi Mohamed VI, par le passage à l'ambassade de la RDC au Maroc, dont en l'absence de l'ambassadeur en mission à Kinshasa, elle a rencontré les ministres conseillers de l'ambassade pour présenter ses civilités. Après un bref échange sur l'objectif de la visite, les membres de la Sembia ont pris la direction du cimetière Pax où repose le feu maréchal Mobutu. Gerbe de fleurs en main, c'est au nom de tous les membres que Ali Deli Kibango, Solange Kwale, Marie-Claire Kengo et Cathy Kayen se sont recueillis sur la sépulture qui renferme la dépouille mortelle d'un de leurs. C'est auprès des mamans Bobi Ladawa que la délégation de l'association culturelle Mbia a clôturé sa visite. Contente de recevoir ses filles congolaises, des surcroît filles du terroir, la veuve du maréchal Mobutu, considérée comme matriarche de cette association, a salué cette marque de considération à son égard. Après avoir reçu les symboles de son appartenance à cette association, sans but lucratif, Maman Bobi Ladawa prodigue quelques conseils à ses hôtes. Créée en 1997, l'association culturelle regroupant les peuples Mbadi, dénommée Mbia, compte plusieurs idéologies, notamment la consolidation de la fraternité entre les membres des communautés Mbadi, avec comme objectif de promouvoir et de valoriser leur culture, de sensibiliser et regrouper toutes les ressources humaines Mbadi en vue du développement de leur espace. Et c'est dans le but crucial de constituer une banque de données dans le domaine culturel et socio-économique. Le traditionnel networking du JT diplomatique a vécu à Kinshasa en pleine semaine de la science et des technologies. Une occasion pour les personnalités présentes à ce rendez-vous de réfléchir sur l'importance de la science et son apport dans le développement de la RDC. C'est sur ce cadre exceptionnel du Majestic River que le JT diplomatique a jeté son dévolu pour ce mois d'avril et son producteur associé, Henri Désiré Nzouzi, circonscrit l'événement. C'est un rendez-vous important parce que nous réunissons les acteurs de la vie internationale et ce qui rend ce rendez-vous très particulier, c'est que nous le faisons en marge de la 10e édition de la Semaine de la Science et des Technologies qui a été lancée en 2014 par l'ASBL Investing in People, dirigée par Raïssa Malou. Et le thème de cette année, c'est 10 ans au service de la jeunesse. Je parle évidemment des sciences et des technologies, victoire du passé et espoir du futur. Nous avons estimé important, notre qualité de partenaire, de nous associer à cet événement et de réunir ici même à la Marina pour le traditionnel networking les scientifiques venus d'un peu partout d'ailleurs dans le monde. L'ambiance est particulière, personnalités d'ici et d'ailleurs, diplomates et entrepreneurs interagissent dans la bonne humeur autour des thématiques propices au développement. La semaine de la science étant en cours, ce networking était aussi une occasion pour les participants, parmi lesquels la représentante de l'Union africaine en RDC, d'en relever l'importance dans un monde en pleine mutation. Et les sciences sont des outils
important aujourd'hui pour le développement de notre continent. Mais le JT diplomatique est là aussi pour nous sensibiliser, nous, diplomates accrédités en RDC, nous permettre de nous retrouver à travers les networking organisés par le JT diplomatique. Ça nous permet d'échanger nos points de vue, d'échanger aussi sur l'actualité en général en RDC et surtout sur le continent. Le networking est un rendez-vous mensuel qu'organise le JT diplomatique dans le but de connecter les acteurs de la vie internationale actifs en RDC aux différents écosystèmes congolais. On en vient au rappel des principaux titres. À Mouchaki, cité située à environ 50 km de Goma, le M23 circule librement sous l'œil impuissant de la force de l'EAC, une cohabitation qui inquiète la population. Focus sur le pillage organisé du Congo, une enquête du journaliste Charles Onana qui alerte au sujet de la guerre qui sévit dans l'est de la RDC à travers son livre Holocauste au Congo. Ce journal est complètement terminé. Le prochain, c'est dans moins d'une heure. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité reste en continu.